La destinée joue parfois des tours étranges, n'est-il pas vrai ? Il y a 6 mois, j'étais un psychiatre bien connu qui pratiquait modérément mais avec succès. Aujourd'hui, je suis pensionnaire d'un sanatorium pour Camanto. En ma qualité de médecin aliéniste, j'ai souvent confié des malades à l'institution où je suis moi-même enfermé, et aujourd'hui, comble d'ironie, je me trouve être leur frère d'infortune. Et cependant, je ne suis pas vraiment fou. Ils m'ont envoyé ici parce que j'ai préféré dire la vérité, et ce n'était pas le genre de vérité que les hommes osent révéler ou admettre. Je reconnais que ma participation dans cette affaire m'a conduit à souffrir d'une grave dépression nerveuse, mais elle ne m'a pas rendu fou. Mon histoire est vraie, je le jure, mais ils ne me croiront pas. Bien sûr, je ne possède pas vraiment de preuves concluantes, je n'ai jamais revu le professeur Chopin depuis cette nuit mouvementée en août dernier, et mes recherches par la suite n'ont pu établir le bien fondé de sa prétention à un poste au Newberry College. Toutefois, ceci ne fait que renforcer la validité de mon témoignage, un témoignage qui m'a contraint à un internement honteux, à une vie abhorrée, pire que la mort. Il existe une autre preuve concrète que je pourrais fournir si je l'osais, mais ce serait trop terrible. Il ne faut pas que je les conduise à l'endroit précis de cet abominable cimetière, ni que j'indique le passage s'ouvrant sous une certaine tombe. Il vaut mieux souffrir seul, afin d'épargner au reste du monde cette terrible connaissance qui détruit la santé de l'esprit. Cependant, il m'est pénible de vivre ainsi, et à la misère de mes jours, mes rêves nocturnes ajoutent d'interminables tourments. C'est pourquoi j'ai décidé de conter mon histoire. Peut-être que cette révélation servira, dans une certaine mesure, à alléger le poids écrasant de ma mémoire. L'affaire débuta un jour d'août dernier, dans mon bureau en ville. La matinée avait été très ennuyeuse et le long après-midi chaud touchait à sa fin lorsque l'infirmière introduisit le premier malade. Cet homme, qui ne m'avait jamais consulté auparavant, se présenta comme étant le professeur Alexander Chopin du Newberry College. Il parlait d'une voix particulièrement sifflante avec une intonation étrangère, et cela m'incita à croire qu'il n'était pas natif de cette région. Je le priai de s'asseoir, et comme il se conformait à mon invitation, j'essayai de le jauger rapidement. Il était grand et mince. Ses cheveux étaient étonnamment blancs, quasi platine. Toutefois, son physique et son aspect général étaient ceux d'un homme de 40 ans. Ses yeux verts, au regard pénétrant, profondément logés dans un front pâle et bombé, étaient surmontés de sourcils épais et noirs comme du jais. Le nez était long, avec des narines sensuelles, mais ses lèvres étaient minces. C'était une contradiction physique que je remarquai aussitôt. Ses mains osseuses, appuyées sur la table, étaient excessivement petites avec de longs doigts effilés, et les ongles assez longs étaient taillés en pointe. Des mains d'intellectuel, pensai-je. Son attitude souple était apparentée à celle d'une panthère au repos. Il avait l'aisance et les manières gracieuses d'un étranger. Dans la clarté du jour, je pouvais observer son visage, et je m'aperçus qu'il était tout couvert d'un réseau de rides minuscules. Je remarquai également la pâleur singulière de sa peau, provenant sans doute d'un trouble dermatologique. Mais ce qui me surprit encore davantage, c'était le style bizarre de ses vêtements. Bien qu'indiscutablement neufs, ils étaient doublement insolites. D'abord, ils étaient trop cérémonieux pour être portés à midi, et ensuite, ils ne semblaient pas être à sa taille. Ils étaient étrangement grands. Son pantalon gris rayé s'affaissait sur ses chaussures, et son habit faisait étrangement saillie. Il y avait de la boue séchée sur ses escarpins de cuir verni, et il ne portait pas de chapeau. C'était évidemment un type excentrique, un schizophrène peut-être avec des tendances à l'hypocondrie. Je me préparais à lui poser les questions routinières lorsqu'il intervint. Il était un homme occupé, me dit-il, et voulait m'informer directement de ses difficultés sans préambule ou préliminaires inutiles. Il se réinstalla sur sa chaise, où l'ombre succéda à l'éclat du soleil, se racla la gorge nerveusement et commença. Il était tourmenté, disait-il, par certaines choses qu'il avait entendues ou lues. Elles lui causaient des rêves étranges et provoquaient chez lui des périodes de mélancolie incontrôlable qui gênaient son travail. Cependant, il ne pouvait rien faire car ses obsessions étaient fondées sur la réalité. Finalement, il s'était décidé à venir me consulter pour une analyse de ses problèmes. Je lui demandai de me faire une narration de ses rêves et de ses lubies, m'attendant à entendre les images habituelles d'un type commun au dyspeptique. Ma supposition, cependant, s'avéra être lamentablement fausse. Pour des raisons qui apparaîtront bientôt, son rêve le plus courant gravitait autour de ce que j'appellerais le cimetière de la miséricorde. C'est une vaste étendue à moitié abandonnée, se trouvant dans la partie la plus ancienne de la ville, qui avait été florissante dans la seconde moitié du siècle dernier.
L'emplacement exact de sa vision nocturne se situait aux alentours et à l'intérieur même d'un certain caveau isolé, dans la partie la plus délabrée et la plus archaïque du cimetière. Les péripéties du rêve avaient toujours lieu à la tombée de la nuit, sous une lune décroissante et sépulcrale. Des ombres fantastiques paraissaient s'étendre sur le paysage nocturne et comme il se trouvait dans l'allée de gravier qui conduisait aux portes du tombeau, des voix à peine audibles semblaient l'inciter à avancer. C'est ainsi que ses rêves commençaient toujours, au beau milieu d'un profond sommeil. Alors, dans la nuit, il parcourait un sentier bordé d'arbres et pénétrait dans ce tombeau en détachant les chaînes rouillées qui en barraient l'entrée. Une fois à l'intérieur, il ne semblait éprouver aucune difficulté à guider ses pas dans l'obscurité, mais au contraire, avec une familiarité mystérieuse, il allait tout droit à une certaine niche parmi les cercueils. Ensuite, il s'agenouillait pour appuyer sur un petit ressort dissimulé dans les pierres effritées du sol. Un pivot tournait à la base de la niche, lui révélant une petite ouverture conduisant à un souterrain en ruine. Il me parla de l'humidité nitreuse qui émanait du passage et des odeurs particulièrement nauséabondes qui augmentaient à mesure que l'on s'enfonçait dans l'obscurité. Néanmoins, dans son rêve, cela ne suffisait pas à le rebuter. Au contraire, il se glissait immédiatement dans l'ouverture béante et descendait une suite interminablement longue d'escaliers découpés dans la pierre et la terre. Brusquement, il se trouvait au fond. Alors commençait un autre long voyage à travers d'interminables labyrinthes souterrains et d'effrayants ossuaires. Il continuait toujours à avancer à travers souterrains et cryptes, tunnels et charniers, plongés dans l'obscurité de la nuit immémoriale. À ce moment, le professeur Chopin fit une pause, interrompant son récit et sa voix prit des intonations aiguës et surexcitées. C'est alors que son rêve devenait terrifiant. Il débouchait subitement dans une série de salles faiblement éclairées et, cachés dans l'ombre, il voyait des choses, les épouvantables habitants de ces lieux qui se repaissaient des morts. Ils habitaient des souterrains obscurs, bordés d'ossements humains et adoraient les dieux originels devant des autels formés de crânes. Des tunnels les conduisaient aux tombes, et des fosses plus profondément enfouies sous le sol servaient de prison à leurs proies vivantes. Les monstres sinistres de la nuit qu'il apercevait dans ses rêves étaient des ghouls. Il dut remarquer l'expression incrédule de mon visage, mais il ne changea pas d'attitude. Alors qu'il poursuivait son récit, sa voix s'étrangla d'émotion. Il ne voulut pas me décrire ces créatures, me disant seulement qu'elles étaient très horribles à regarder et que leurs attitudes étaient particulièrement hideuses. Il était facile de les reconnaître à cause de certains actes significatifs qu'elles accomplissaient toujours. C'était la vue de ces actes, plus que toute autre chose qui l'effrayait. Il y a des choses auxquelles il ne conviendrait même pas de faire allusion pour un esprit sain, et les choses qui le hantaient la nuit étaient de celles-là. Dans ses rêves, ces êtres ne l'abordaient pas et étaient apparemment peu soucieux de sa présence. Ils continuaient à se livrer à d'affreux festins dans les charniers ou à prendre part à des orgies sans nom. Mais il ne voulait plus rien ajouter à cela. Ses visions nocturnes se terminaient toujours dans son lit. C'était la vérité qu'il me rapportait. Il avait vraiment vu les choses. Maintenant, je devais l'aider immédiatement, avant qu'il agisse inconsidérément. Je le calmai avec difficulté, en essayant en même temps de trouver une méthode de traitement logique et efficace. Il était évidemment proche d'une dangereuse lésion mentale. Il était absolument inutile d'essayer de le persuader qu'il avait aussi bien rêvé les derniers incidents que les premiers, que son système nerveux sympathique était responsable de ses hallucinations. Dans son état actuel, je ne pouvais espérer lui faire comprendre que les livres responsables de son affliction étaient simplement les divagations démentielles d'esprits déséquilibrés. Il était évident que le seul traitement restant à ma disposition était de le ménager, ensuite de lui démontrer de façon concrète l'égarement de son imagination. Par conséquent, en réponse à ces allégations renouvelées, nous conclûmes un marché. Il s'engageait à me conduire à l'endroit prétendu de ses voyages et de ses rêves, et ensuite à me prouver la véracité de ce qu'il avançait. Bref, j'acceptai de le rencontrer au cimetière à 10h le lendemain soir. À cette perspective, il manifesta une joie presque touchante à voir. Il me souriait comme un enfant affectueux sourit devant un jouet nouvellement reçu. Il ne faisait aucun doute qu'il était heureux de ma décision. Je lui prescrivis un sédatif léger, arrangeai les détails mineurs de notre futur rendez-vous, puis je pris congé de lui jusqu'à la nuit suivante. Son départ me laissa dans un état de grande surexcitation. Enfin, je me trouvais devant un cas digne d'étude. Un professeur de collège cultivé et apparemment intelligent, sujet à des cauchemars d'ogre comme un enfant de 3 ans. Je résolus sur le champ de lui consacrer une monographie. J'étais convaincu que la nuit suivante, je pourrais d'une manière concluante lui démontrer son égarement et que j'arriverais à un remède immédiat. Je passai la nuit en recherche frénétique et en spéculation délibérée.
Je consacrai le matin suivant à une lecture hâtive de l'édition expurgée des Cultes des Ghouls du comte d'Herlette. La tombée de la nuit me trouva prête à agir. À 10h, portant des bottes jusqu'aux hanches, un grossier gilet de laine et un casque de mineur muni d'une bougie, je me trouvais à l'entrée du cimetière. Je me sentais tout à fait préparé à la venue du professeur Alexander Chopin. Toutefois, je dois avouer que je ressentais une désagréable et inexplicable peur de la nuit. La perspective de la tâche qui m'attendait me plongeait subitement dans un état d'anxiété tel que je souhaitais ardemment l'arrivée de mon malade, ne fût-ce que pour avoir une compagnie. Il arriva enfin, vêtu de façon semblable à la mienne et apparemment d'un meilleur moral. Ensemble, nous escaladâmes le petit mur de pierre qui entourait la nécropole. Puis il me conduisit au cœur du cimetière, à travers ce jardin de tombes, sous le clair de lune et dans les ombres rampantes d'un bosquet silencieux. Ici, les pierres tombales que la lune n'éclairait pas semblaient nous épier. Une crainte atavique m'obligea à réprimer un frisson involontaire, alors que mon esprit s'attardait en intrus sur l'effrayante activité souterraine des vers. Je ne tenais pas à laisser mes pensées errer sur la terre des tombeaux, ni sur l'épaisseur diabolique des ombres enveloppantes. Je fus délivré lorsque Chopin, toujours impassible, me conduisit le long d'une avenue bordée d'arbres très hauts, au sinistre portail du tombeau qu'il prétendait avoir profané. Je ne m'étendrai pas en détail sur ce qui suivit. Je ne vous raconterai pas la manière dont nous détachâmes les chaînes qui barraient l'accès du tombeau, et je ne vous décrirai pas davantage l'intérieur macabre du mausolée. Il me suffit de vous affirmer que la promesse de Chopin fut accomplie, car à la lueur des bougies que nous portions sur nos casques de mineurs, il trouva la niche et appuya à l'endroit secret pour dégager l'entrée du tunnel. Je restai consterné devant cette révélation inattendue, et une soudaine explosion de frayeur traversa mes sens anormalement tendus. J'ai dû regarder dans cet orifice obscur pendant plusieurs minutes. Aucun de nous deux ne parla. Pour la première fois, j'hésitais. La véracité des dires du professeur ne faisait plus aucun doute. Il venait de le démontrer, au-delà de tout espoir. Toutefois, ceci ne signifiait pas qu'il était sain d'esprit. Ça ne le guérissait pas de son obsession. Je me rendis compte avec une répulsion alors inexplicable que ma tâche était loin d'être terminée. Nous devions descendre dans ces profondeurs infernales et résoudre une fois pour toutes les questions laissées en suspens. Je n'étais pas disposé à croire les propos incohérents de Chopin sur des ghouls imaginaires. La simple existence d'un passage souterrain ne tendait pas nécessairement à prouver son autre affirmation. Peut-être que si j'allais avec lui jusqu'au bout de la fosse, son esprit serait libéré de ses étranges soupçons. Mais, et je craignais d'en reconnaître la possibilité, en supposant qu'il y ait réellement une vérité partielle et déformée dans son histoire, qui se cachait là-bas sous terre? Des bandes de vagabonds ou peut-être des hors-la-loi? Qui pourrait réellement habiter la fosse? Peut-être qu'un accident les avait conduits à rencontrer par hasard cette cachette. S'il en était ainsi, que faire? Toutefois, dans ce cas, quelque chose me disait que nous devions continuer à nous rendre compte par nous-mêmes. À cette impulsion intérieure, Chopin ajouta ses plaidoiries. Qu'on lui laisse me montrer la vérité, disait-il, et je ne pourrai plus douter. Après cela, je croirai, et ce n'est qu'avec cette croyance que je pourrai l'aider. Il me suppliait de poursuivre, mais si je refusais, il demanderait l'aide de la police. Ce fut ce dernier point qui me détermina. Je ne pouvais me permettre de voir mon nom mêlé à une sale affaire qui impliquait de telles occasions spectaculaires de scandale. Si l'homme était fou, je prendrais des précautions. S'il ne l'était pas, eh bien nous le saurions bientôt. Par conséquent, j'acceptai à contre-cœur de continuer, puis je me rangeai pour lui permettre de passer le premier. Le passage s'ouvrait comme la bouche d'un monstre mythique. Nous descendîmes un escalier oblique et sinueux, dont l'humide passage taillait à même la roche. Le tunnel était chaud et humide, et dans l'air il y avait une odeur de vie en putréfaction. C'était comme un voyage à travers les royaumes les plus fantastiques du cauchemar, un voyage qui conduisait à des cryptes ignorées, sous les tombes. Ici, il y avait des choses secrètes pour tous, sauf pour les vers de terre, et au fur et à mesure que nous avancions, je commençais à souhaiter qu'elles le restassent. La panique s'emparait de moi, bien que Chopin parût étrangement calme. Plusieurs facteurs contribuèrent à mon malaise croissant. Je n'aimais pas les rats furtifs qui couinaient sans cesse, sortant d'innombrables terriers minuscules qui bordaient la seconde spirale du passage. Une armée d'entre eux inondait les marches, tout gras, luisants et bouffis. Et je commençais à comprendre la cause de leur boursouflement et les sources probables de leur alimentation nocturne. Alors je remarquai aussi que Chopin paraissait connaître parfaitement le chemin. S'il était vrai qu'il était venu ici auparavant, qu'en était-il du reste de l'histoire? Mes yeux, lançant un coup d'œil sur les escaliers, reçurent encore un autre choc. Il n'y avait pas de poussière sur les marches.
Elle paraissait être constamment utilisée. Pendant un moment, mon esprit refusa de saisir le sens de cette découverte, mais lorsque finalement il l'a compris, je me sentis soudain frappé de stupeur. Je n'osais plus regarder, craignant que mon imagination n'évoquât trop rapidement l'image probable de ce qui pourrait remonter cet escalier. Dissimulant à la hâte mes craintes puériles, je me précipitai derrière mon guide silencieux dont la bougie lançait d'étranges ombres mouvantes sur les murs de la fosse. Je me sentais devenir nerveux et je tentais vainement de calmer ma peur en me concentrant sur un objet bien défini. Mais à mesure que nous avancions, il n'y avait certes rien de rassurant dans notre entourage. Les murs terreux et délabrés du tunnel, plus effrayants encore à la lueur des bougies, paraissaient nous lorgner. Subitement, je me rendis compte que cet antique chemin n'avait pas été construit normalement ni suivant les règles du plus élémentaire bon sens, et je n'osais pas laisser vagabonder mes pensées, craignant de voir surgir quelque monstrueuse révélation. Pendant un long moment, nous avançâmes lentement dans un complet silence. Toujours et toujours plus bas, notre chemin se rétrécissait en nous plongeant dans une obscurité plus profonde, plus humide. Enfin, l'escalier déboucha brusquement dans une caverne. Il y avait une lueur, bleuâtre, phosphorescente, comme ultraviolette, et je me demandais quelle en était la provenance. Elle éclairait faiblement une petite surface plane, surplombée d'énormes stalactites et délimitée par des pylônes d'une largeur massive. Au-delà, l'obscurité plus dense laissait à peine deviner des ouvertures conduisant apparemment à d'interminables perspectives d'une nuit sans fin. Une sorte d'horreur rampante me glaça le cœur. Nous semblions avoir profané par notre intrusion des mystères qu'il eût mieux valu laisser inexplorés. Je me mis à frissonner, mais Chopin me saisit brutalement, m'enfonçant ses doigts fins dans les épaules pour m'imposer le silence. Comme nous avancions blottis l'un contre l'autre dans l'obscurité de cette caverne, et il me parla à voix basse et d'une manière impressionnante des êtres qui, selon lui, se dissimulaient dans les galeries inférieures. Maintenant, il prouverait qu'il avait raison. Je devais attendre en cet endroit tandis qu'il s'aventurait plus loin dans l'obscurité. À son retour, il m'apporterait la preuve. Sur ces mots, il se leva rapidement et disparut presque aussitôt dans un des terriers qui s'ouvrit devant nous. Il me quitta si brusquement que je n'eus même pas l'occasion d'exprimer mes objections à ce projet. Je restai assis là dans l'obscurité et attendis sans oser penser à ce que j'attendais. Chopin reviendrait-il ? Tout ceci n'était-il qu'une farce monstrueuse ? Chopin était-il fou ou tout était-il vrai ? S'il en était ainsi, que pourrait-il bien lui arriver dans ce labyrinthe, là-bas ? Et que m'arriverait-il ? J'avais été fou de venir. Toute cette histoire était insensée. Ces livres n'étaient peut-être pas si absurdes que je l'avais cru. La terre peut nourrir des secrets hideux dans son sein éternel. Des ombres inquiétantes, suscitées par cette lueur bleuâtre, rampaient sur les murs de stalactites, entourant le cercle de faible lumière fourni par ma torche minuscule. Je n'aimais pas ces ombres déformées et morbides d'une profondeur déconcertante. Même le silence paraissait plus pesant. Il semblait suggérer l'approche de choses abominables. Il tournait intolérablement en dérision mes craintes grandissantes et mon isolement. Les minutes se traînaient comme des vers et rien ne venait rompre cette mortelle attente. Tout à coup, un cri déchira le silence. Un crescendo d'une indescriptible démence jaillit des profondeurs. Il me fendit l'âme car je savais ce que signifiait ce cri. Je savais maintenant alors qu'il était trop tard, que les paroles de Chopin étaient vraies. Mais il n'était plus temps d'hésiter ou de réfléchir, car aussitôt je perçus un bruit de pas assourdi par la distance, le bruissant raclage d'un mouvement forcené. Je fis demi-tour et remontai en courant l'escalier souterrain avec la vitesse de l'extrême désespoir. Il n'était pas nécessaire que je me retourne, mes oreilles horrifiées saisirent clairement le martèlement cadencé de pieds qui couraient. J'entendais seulement le bruit de ses pieds ou de ses pattes, jusqu'au moment où ma propre respiration vint écorcher mes oreilles alors que je passais la première spirale de cet escalier interminable. Je courais vers le haut, d'un pas mal assuré, haletant et suffocant. Malgré la crainte mortelle et l'horreur qui me dévorait entièrement l'esprit, je pensais « Pauvre Chopin !» Il me semblait que cette meute sinistre s'approchait de plus en plus. Soudain, un aboiement rauque retentit sur les marches, juste en dessous. Un grognement bestial, qui m'écœura par ses accents semi-humains, et le rire qui suivit était d'une horreur repoussante. Elles arrivaient. Je continuais à courir au rythme de mes poursuivants. Je n'osais pas regarder derrière moi, mais je les savais à mes trousses. Les cheveux hérissés de terreur, je remontais en hâte les volets d'escalier qui serpentaient dans la terre. Je peinais et haletais, mais les horreurs glapissantes étaient sur mes talons, toujours et toujours, de plus en plus près, tandis que mon corps cuisait de douleur et d'angoisse.
Enfin, j'arrivais au sommet des escaliers, tandis que les créatures galopaient dans l'obscurité, juste à une dizaine de mètres derrière moi, je me tortillais comme un fou à travers l'étroite ouverture. Je parvins à me libérer au moment où la bougie de mon casque vacillait et s'éteignait. Alors je replaçai hâtivement la pierre au nez de ces créatures horribles. Mais comme je refermais le passage, ma bougie mourante eut une dernière et brève flambée, de sorte que je vis distinctement le premier de mes poursuivants. Puis elle s'éteignit pour de bon. Je remis le portail en place et retournai à pas chancelant dans le monde des humains. Je n'oublierai jamais cette nuit, quoi que je fasse pour en effacer le souvenir hideux. Plus jamais je ne trouverai le repos que je souhaite. Je n'ose même pas me donner la mort de crainte d'être enterré plutôt qu'incinéré. Pourtant, la mort serait la bienvenue à l'être que je suis devenu. Je n'oublierai jamais, car maintenant je connais toute la vérité sur cette affaire, mais il y a un souvenir pour lequel je donnerai mon âme afin de l'effacer à jamais de mon esprit. C'est l'instant de démence où je vis les monstres à la lueur de ma torche. Ces horreurs riantes et bavantes surgissaient des profondeurs sous la conduite d'un monstre grimaçant à l'exultation féroce, connu des hommes sous le nom de Professeur Chopin.